Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc, comme tous les jours, une petite tactique quotidienne tirée d'une partie du championnat du RSS 1951 entre Geller et Novotelnov. Le trait est au blanc, on voit que les blancs sont à l'attaque. Et on vous invite à mettre sur pause, comme d'habitude, pour chercher la solution que Laurent va nous faire découvrir dans les moindres détails tout de suite après. Alors, avant d'attaquer les moindres détails, on va déjà observer la position, ce qui est absolument crucial pour pouvoir trouver. La première chose qui doit nous venir à l'esprit, c'est que matériellement, il y a un déséquilibre dans la mesure où les noirs ont un cavalier de plus. On peut imaginer, au vu du placement des pièces blanches, que cette pièce a été sacrifiée par Geller pour obtenir de l'attaque, mais voilà, on a quand même une obligation d'aller vite, entre guillemets, parce que si on laisse le temps aux noirs d'organiser leur défense, avec leurs pièces de plus, ils vont probablement gagner la partie. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu en sacrifiant cette pièce ? Eh bien, on a obtenu que toutes nos pièces à la fois soient postées agressivement, mais aussi de façon très coordonnée. Alors, commençons par cette dame. Elle attaque, si j'arrive à faire des couleurs, elle attaque en direction du roi, évidemment, notamment vers la case H7 et aussi vers la case F7. Autre pièce à l'attaque, évidemment la tour qui est sur la colonne F, qui d'ailleurs attaque le cavalier et au passage aussi pourrait nous permettre d'avoir une certaine coordination avec la dame au niveau de la case F7. Notre dernière pièce d'attaque, c'est le fou, qui est posté agressivement sur cette diagonale classique B1H7 et qui nous permet notamment de coordonner nos forces avec la dame pour viser la case H7. Donc les blancs n'ont que 3 pièces pour attaquer, mais elles travaillent ensemble. Et ça, c'est quand même le signe que l'attaque a des chances de réussir. Un dernier élément sur lequel il faut se pencher, c'est que nous avons un fou de case blanche et notre adversaire a un fou de case noire. C'est ce qu'on appelle communément les fous de couleur opposée, et vous savez probablement que lorsqu'on joue une finale de fous de couleur opposée, la présence de ces fous de couleur opposée favorise plutôt le défenseur qui va espérer faire match nul, mais au contraire, dans le milieu de partie, la présence des fous de couleur opposée va plutôt favoriser le camp qui attaque, et notamment le camp qui attaque le roi. Donc ici, c'est un indice supplémentaire qui nous fait penser qu'on doit se débrouiller pour attaquer sur notre couleur forte, pour attaquer donc sur les cases blanches, puisqu'on a un fou de cette couleur-là contre lequel l'adversaire ne peut pas s'opposer. Donc puisqu'on doit travailler sur les cases blanches, on doit se demander deux choses. Est-ce que je peux renforcer mon contrôle des cases blanches, ou alors est-ce que je peux affaiblir la défense de mon adversaire sur cette couleur-là ? Puisqu'il est difficile, voire impossible d'amener plus d'attaquants en jeu, eh bien on va se pencher sur la deuxième possibilité, on va dire, et on va chercher à éliminer le dernier défenseur des cases blanches sous la forme du cavalier sur F8. Donc ici, le coup joué par Geller, c'est tour prend cavalier F8. D'accord, donc c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, et c'est quelque chose que je pense il faut avoir à l'esprit, c'est que la stratégie et la tactique ne sont jamais dissociées. Ouais, tout à fait. Et si la tactique apparaît, c'est que au niveau de la stratégie, il y a eu un dysfonctionnement dans un camp ou dans l'autre, et là c'est le cas. Il y a une faiblesse chronique sur les cases blanches, et donc la tactique vient sanctionner cette faiblesse. Donc c'est une façon de raisonner. Il faut comprendre que le coup tour prend F8 ne sort pas du chapeau comme ça. C'est vraiment un raisonnement qu'il y a derrière ce coup et qu'il faut essayer de s'efforcer d'avoir quand vous cherchez les solutions, même dans les exercices tactiques. Ouais, et qui découle d'une certaine logique, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Donc tour prend F8, donc tu l'as dit, ça élimine le dernier défenseur des cases blanches. Donc là, les noirs ont le choix. Ils sont obligés de prendre la tour, mais ils ont le choix entre la prise avec la dame ou avec le roi. S'ils prennent avec la dame, on voit que le roi ne peut plus s'échapper, donc il ne peut pas s'échapper sur la case F7, puisque c'est contrôlé par la dame H5. La dame F8 bloque son roi, donc le roi est coincé sur la case G8. Donc là, c'est un tableau de maths assez fréquent, c'est fou H7 échec. Voilà, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se précipiter et jouer trop vite dame H7, parce que justement, la dame quitterait sa mission de contrôle de la case F7, et là, ça y est, le roi va se faufiler,
et on aura juste donné du matériel pour rien du tout. Donc comme tu dis, c'est hyper connu ça, hyper classique. On fait d'abord fou H7 pour placer le fou de telle façon qu'il défende la case de fuite du roi, et seulement après, on va jouer les coups, on peut faire dame H7 et échec et mat. Donc toujours sur les cases blanches. Toujours sur les cases blanches. Et donc c'est pour ça que Novotel 9 a certainement vu cette variante et a choisi de prendre avec le roi. Alors ça va pas le sauver, mais c'était l'alternative et ça évite d'être mat en 3 coups. Donc là on continue la chasse au roi. On a quand même sacrifié une tour, donc on peut pas s'arrêter en si bon chemin, ouais, tout à fait. Oui, donc là c'est dame H8, ça c'est assez simple. Ouais, Roi F7. Ce qui est important, je pense, c'est de bien comprendre qu'il faut tout faire sur échec. Si ici on se dit fou G6 par exemple, en se disant je bloque la case de sortie et je vais ensuite faire mat. La différence avec la variante qu'on a vue juste avant, c'est qu'il n'y a pas échec. Et donc ça laisse le temps aux noirs de s'organiser d'une façon ou d'une autre. Alors, on n'est pas sûr et certain que les noirs vont se sauver quoi qu'il arrive, mais on leur a laissé le trait, ils vont pouvoir tenter, par exemple ici dame E6, et la dame va pouvoir revenir en défense. Voilà. On a aussi le roi qui va pouvoir s'échapper. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y a pas échec, eh bien l'adversaire n'est probablement pas contraint dans son prochain coup, et donc il peut organiser une défense plus facilement. Donc très très important ça quand on attaque. Donc, dame H8 échec, roi F7, et ici Romu on continue la stratégie des cases blanches. Oui, donc tu l'as dit, de toute façon il faut chercher les échecs en premier pour ne pas laisser le choix à l'adversaire et la possibilité de renforcer sa défense. Et bien évidemment, sans grande surprise, ça va se passer sur case blanche. Et donc pour cela, on joue le joli coup fou G6, donc c'est un sacrifice d'attraction. On attire le roi, donc là le roi a 2 possibilités, soit il peut prendre, soit il peut s'enfuir en E6. S'il prend, on voit que le roi donc ne possède qu'une seule case de fuite, maintenant c'est la case F7, donc il s'agit de faire un échec et de contrôler la case F7 en même temps, et donc le coup de dame H5 remplit parfaitement cette mission et fait échec et mat. Un très joli tableau avec 2 pions et une dame. Enfin, on peut dire 3 pions parce qu'on remercie quand même le pion G7 de sa présence. Sans lui, il n'y aurait pas de réseau de maths. Mais voilà, la coordination est parfaite et on comprend une nouvelle fois que c'est pas le nombre de pièces qui importe, c'est vraiment la façon dont elles sont agencées et dont elles travaillent ensemble. Ok, donc tu nous as dit qu'il y avait 2 possibilités. On se doute que l'autre possibilité c'est roi E6. Mais ici, ça va pas changer grand chose finalement parce qu'on va continuer sur les cases blanches. Dame G8 échec, le roi arrive sur D7, et cette fois-ci c'est au fou d'entrer en jeu. Toute notre attaque s'est passée sur les cases blanches, directement ou indirectement, et en toute logique ici, les noirs peuvent abandonner. Alors ils ont abandonné même sur fou G6 échec, mais s'ils avaient continué, ce serait le bon moment pour s'arrêter. On voit que sur le seul coup dame E6, on a un mat en 2, qui de façon très logique se passe sur les cases blanches. Oui, tout à fait. Donc merci Laurent pour cette belle explication. On a choisi donc cet exercice parce que déjà on pense que c'était assez joli, mais et aussi utile au niveau de la réflexion qui découle. Enfin, comment arriver, le cheminement pour arriver à la solution. Je vais y arriver. Et donc c'est assez important pour nous d'essayer de vous expliquer comment réfléchir aux échecs, et c'est pas seulement juste vous faire découvrir diverses notions, c'est aussi de vous montrer que avec une bonne méthode de réflexion, on peut trouver même des solutions qui sont relativement difficiles, parce que ce n'est pas simple, on en a bien conscience, mais encore une fois, avec le bon raisonnement, on peut être surpris du résultat et trouver de jolies choses relativement difficiles. Donc on espère justement que ça a été le cas aujourd'hui pour vous. Si ce n'est pas le cas, ne vous découragez pas, persévérez, et on est sûr et certain que très rapidement les progrès se feront sentir. N'hésitez pas à nous faire des retours sur nos tactiques du jour ou sur nos différentes vidéos. On essaie de répondre régulièrement à vous tous. On reçoit pas mal de remarques toujours intéressantes et pertinentes, donc c'est sympa. Likez nos vidéos si cela vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, il faut réparer rapidement cette erreur.
Et on vous dit à très bientôt. Et on te remercie, Laurent, pour nous avoir exposé si joliment cette solution. Merci à toi. Bonne journée à tous. À demain.